Donc, on va passer à peu près une heure ensemble, une petite heure. Et l'objectif, en fait, de cette session, c'est de montrer comment on va passer d'une démo GenAI, donc on en a déjà vu quelques-unes aujourd'hui, ce matin, à une plateforme OCI sécurisée et exploitable. Parce qu'on va faire ensemble de la sécurité. Donc, on ne va pas seulement parler du modèle ou du chatbot, on va parler architecture, on va parler sécurité, on va parler identité, parce que tout ça doit être bien sécurisé. On va parler de RAG quand même, et d'automatisation et d'opération. Donc, commençons par les objectifs et puis on déroulera en fait la plateforme et les démos à la suite. Donc, petite note importante, hein, tout ce qu'on va voir ici ne sont que des exemples. Il n'y a aucune donnée client, il n'y a aucune donnée réelle et tout ça n'engage personne évidemment. Les objectifs. Donc, le sujet, ce n'est pas seulement le modèle. Le vrai enjeu, c'est l'architecture, la sécurité, la reproductibilité et l'exploitation. Je passe rapidement, mais l'objectif, en fait, c'est de voir comment transformer une démo GenAI en plateforme OCI vraiment exploitable en production. Sur cette slide, on représente le pipeline logique complet de la plateforme GenAI. On fait de l'ingestion d'un côté, de l'enrichissement, du stockage, on fait du retrieval si on part plus sur la droite, avec de l'orchestration agentique et évidemment une petite exposition applicative pour pouvoir utiliser notre chat. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va faire ici, c'est un chat. Donc, un petit peu comme on l'a vu avec Olivier. Et c'est un chat dans lequel on va remplir des questions, des réponses et on va voir comment on sécurise tout ça surtout. Au centre, donc en fait, on voit qu'on a des différents documents à gauche. On a du PDF, on a de l'Office, on a des images, on a de la vidéo, on a de l'audio, on a même des sites web sur lesquels on va aller crawler. Donc tout ça, ça arrive dans l'object storage. Puis, en fait, on a un pipeline qui choisit le bon enrichissement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parser le document en texte, faire de l'OCR pour les documents PDF, faire de l'analyse de langage, de vidéo, ou encore une fois, aller chercher sur Internet les bonnes informations. Au centre de ce schéma, on a Autonomous Database. C'est la 26AI, c'est la toute dernière, et c'est elle qui joue le rôle de socle RAG. Donc, elle stocke évidemment les documents, mais on y met aussi les chunks, on fait l'embedding et tout ce qui est indexation vectorielle. Donc, tout ce qui va permettre en fait d'enrichir un document par rapport à un stockage RAG qui aurait été de l'object storage, par exemple. Donc, si on va plus sur la droite, on voit du Fast MCP Server. En fait, le MCP expose les capacités métiers sous forme de tools, les différents tools pour traiter les documents. Et LangGraph orchestre toute la partie raisonnement, en fait, pour faire le rôle de chat et de dialoguer avec nous. Maintenant qu'on voit le pipeline logique, regardons comment on passe du prototype à une plateforme qui va être beaucoup plus sécurisée. Un chatbot fonctionnel, c'est pas encore une plateforme. Dès qu'on ajoute une API publique, des utilisateurs, des données sensibles, des intégrations avec différents systèmes, il faut penser sécurité, identité, observabilité et infrastructure as code toujours, donc du Terraform. Le prototype, donc notre point de départ, il valide le cas d'usage. La plateforme, elle ajoute l'exposition API, la partie authentification, le contrôle des accès au niveau données, hein, je vais à tous les autres niveaux d'ailleurs, on va le voir, la gestion des secrets, ouais, se connecter par exemple, les logs, l'audit et des déploiements qui sont surtout reproductibles.
Donc le runtime chez NAI doit rester isolé, observable et non exposé directement. Donc ça, c'est la base de la sécurité. On rajoute de l'intelligence en données d'entreprise et il est évident qu'il faut rajouter un certain niveau de sécurité derrière. Je vous propose pour cette session de faire une progression logique dans notre approche de démonstration. Et elle va se lire en trois étapes. D'abord un POC fonctionnel, pas très sécurisé, mais quand même un minimum. Une plateforme dans laquelle on va rajouter de la sécurité et intégrer tout ça dans la démo. Et puis finir par une approche un peu plus zéro trust avec une protection en amont par un WAF. Pas n'importe quel WAF, le WAF OCI. Cette progression, elle est volontairement simple. En fait, elle va nous permettre de comprendre où placer chaque contrôle, chaque niveau de sécurité sans perdre le fil de la démo. On va voir ça ensemble. Donc, lors de l'ingestion, le document, je l'ai déjà dit, le document est stocké dans Object Storage, puis il est indexé dans la chaîne RAG. En plus du contenu, on le découpe en chunks, on le vectorise, on le pipeline et on va garder des métadonnées. Donc, en fait, la base RAG, la base 26 AI nous permet d'enrichir en fait le document de base. Et donc, on va stocker des métadonnées, bon, bah, le nom du fichier, quel type de document c'est, le bucket, où est-ce qu'il est stocké, et son URL d'origine, quelle est la source qu'on a traitée. Quand l'agent répond, il peut renvoyer des citations structurées avec la source utilisée. Donc, on a le MCP qui extrait cette source, l'anggraph qui la remet dans la réponse, et le navigateur qui affiche tout ça comme un lien. Dans la démo, le lien peut pointer directement vers Object Storage. En production, dans la vraie vie, l'idéal, c'est quand même de garder le bucket privé et de ne jamais exposer un objet durablement. Donc, c'est de rajouter cette sécurité. Et pour ce faire, on a trois patterns qui sont possibles. On a d'abord tout ce qui est pre-authenticated request. En fait, c'est un lien Object Storage qui est généré par OCI et qui donne accès à un objet précis sans rendre tout le bucket public. Donc, ça donne accès que à l'objet. Donc, en fait, cette pre-authenticated request, elle doit avoir une durée de vie courte. Elle doit avoir une portée limitée au seul objet qu'elle est censée rendre. Elle doit expirer rapidement et idéalement être générée seulement au moment où l'utilisateur va demander le document. On a une autre option qui est l'URL signée, qui suit à peu près le même principe. Et le lien contient une preuve cryptographique qui est temporaire. Donc, en fait, c'est dans l'URL et devient inutilisable après expiration. Et puis, on a un troisième niveau qui va être le développement applicatif. C'est l'application qui va vérifier l'authentification des utilisateurs, contrôler leurs droits par rapport à la demande et qui vont au final streamer le fichier depuis Object Storage. Donc la règle qu'on va s'appliquer en production est que le RAG peut citer une source. Ça simplifie quand même l'usage de l'agentique, mais le droit effectif, typiquement de télécharger un document, doit rester contrôlé par l'identité de l'utilisateur. Donc on doit faire ce contrôle d'accès. Donc maintenant, je vais passer à une petite démo. Et je vais utiliser le chat qui est presque prêt. Comme c'est une démo, évidemment, les certificats ne sont pas comme on voudrait. Et ici, je vais poser la question pour voir le déroulé. Donc, première question,
Est-ce qu'on a une facture pour Optica? Ici, on ne montre pas seulement le chatbot, hein, on va montrer aussi toute la partie RAG qui conserve la source documentaire et restitue une réponse qui est en fait traçable. Et là, typiquement, bah, en fait, il a retrouvé la facture de l'utilisateur. Comme on le disait, il nous l'a mis dans un lien qui est un téléchargeable, mais le document, en fait, c'est un format TIFF, donc un petit peu binaire que on ne va pas pouvoir voir. Mais on voit aussi que toute la partie traitement du chat et de l'enrichissement du document a permis, en fait, d'écrire le contenu de la facture et de refaire les calculs, en fait, des montants qui sont liés à cette facture. On peut faire d'autres requêtes, poser d'autres questions, par exemple, pour récupérer d'autres formats, avec une autre question de ce goût-là. Et en fait, pour le premier traitement qu'on a vu avec la facture, en fait, on a fait de l'OCR pour ramener et traiter le document TIFF. Tout ça, on l'a passé dans OCI Document Understanding pour faire la partie compréhension. Là, avec cette nouvelle réponse, cette nouvelle question, on a récupéré un fichier PDF. Le PDF, typiquement, on l'a directement indexé avec RAG. Donc, on a fait un upload et c'est le RAG qui l'a traité. Pour d'autres images, on va utiliser des conversions de type GROG pour des images, par exemple. On va utiliser aussi iSpeech pour tout ce qui va être audio. Donc, le pipeline, en fait, il traite plusieurs formats. On a vu que ça traite des PDF, des images, des vidéos, etc. Et chaque contenu est donc extrait par le pipeline, indexé et relié à sa source. En production, le bucket, j'ai déjà dit, doit rester privé. Donc en fait, le chat peut afficher toutes les informations qu'on voit là, mais quand on clique sur le lien, le contrôle d'accès doit être mis en place. Hop. L'objectif ici, c'est de montrer la plateforme n'est que... En fait, l'objectif ici, il est tout simple, hein, c'est de montrer que la plateforme, elle n'est pas construite comme une démo de manuel. Tout ce que vous avez vu là a été fait par du Terraform. Donc, l'infrastructure principale, elle est décrite dans Terraform, toutes les parties réseau, la partie API Gateway, la partie compute, les bastions, la partie base de données, la partie GenAI, les secrets et leur stockage dans des vaults, les politiques qu'on a dans OCI pour pouvoir mettre en place et gérer tout ce cas d'usage. Et donc, le projet peut être exécuté localement ou via Resource Manager. Puisqu'on a du Terraform, on peut le déployer absolument où on veut, de la façon dont on veut. Et par contre, si on utilise Resource Manager, en fait, on va permettre de centraliser les variables, de définir toutes les stacks et les différents états en fait, du traitement dans Terraform dans CI directement. Donc en fait, le fait d'utiliser ce service Ressource Manager, ça permet d'apporter de la gouvernance par rapport au déploiement de nos projets. Donc Terraform devient le contrat d'architecture entre la partie sécurité, la partie cloud engineering et les développements. Donc si on repart sur un petit bout
deux passages. Hop, je crois qu'il est par ici. Hop. Donc on a tout le projet Terraform qui est déployé dans cet environnement et qui permet de déployer le chat tel que vous l'avez vu avec la partie sécurité intégrée. Et en fait, on a d'abord un premier fichier Terraform qui permet en fait le déploiement de tout ça. Donc c'est l'orchestration, le point d'entrée de la configuration qui rend bah, en fait ce socle complètement déployable sur différents environnements. Pourquoi? Parce que bah, il y a le préfixe qui va nous permettre de définir si c'est de la prod, du développement, etc. Et on va y retrouver toutes les variables dont on a besoin pour faire ce setup. Ici, il y a juste DB password, mais évidemment, il pourrait y avoir d'autres, on peut surcharger beaucoup d'autres éléments. Typiquement, la partie OpenID qui est déclarée ici et qui surcharge en fait les autres variables des autres des fichiers Terraform. Je peux vous montrer aussi la partie API Gateway, qui est par ici et qu'on voit dans la partie folder de Terraform. Et ce qu'on voit, c'est déjà que l'API Gateway va respecter des règles de sécurité dans OCI. On a dit la donnée, on a dit les traitements, c'est des parties qui sont sensibles. Donc on va les mettre dans des zones de sécurité qui sont taguées privées. Donc cette partie-là, elle est complètement inaccessible bah, de tout ce qui est extérieur, hein. Il n'y a pas de routage, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de sortie vers Internet forcément, ou en tout cas uniquement contrôlée. Et puis, l'API Gateway, c'est ce qui va être le point d'entrée sur cet environnement-là. Donc, toute la partie données, traitement sur les données, toute la partie agentique est protégée par l'API Manager qui ne publie que les éléments qui sont nécessaires. Donc, il a d'abord une patte qui est publique ici. Donc, il a une première patte qui est publique qui permet de répondre à la partie chat. Et puis, on a une partie qui est complètement private, c'est la partie sur laquelle il va dialoguer avec le reste de la partie agentique. Donc, on voit également toute la partie déploiement de OCI, puisqu'on voit la partie compartiment, où est-ce qu'on le met, dans quel environnement on le déploie. La partie sous-réseau, sur quel sous-réseau du VCN de l'environnement on va le déployer. Donc on a toutes ces parties-là. Si on va un petit peu plus loin dans l'architecture, on a également toute la partie routage qui est faite par l'API Gateway. Donc c'est un autre fichier Terraform qui va définir tout ça et qui va en fait définir les routes vers la base de données avec ORDS, hein, puisque en fait il y a des échanges, il va y avoir des requêtages qui vont être faits dans la base. On y voit aussi toute la partie Apex qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais qui permet en fait de faire l'enrichissement de nouveaux documents, la maintenance de ces documents, et qui offre tout un tas de possibilités aussi de chatting avec la partie RAG. On a également toute la partie LangGraph. Donc, API Manager est capable d'aller vers les services LangGraph divers et variés, et puis les parties LangFuse. Il est aussi capable de travailler avec les outils bases de données. En fait, il a autant de routes et de types de connexions qu'il a d'usage en fait des outils Oracle.
Et puis on voit aussi qu'on, d'un point de vue purement infrastructure, on peut gérer aussi les timeouts par rapport à ces différents services pour que le rendre plus fluide. Le traitement de la partie agentique, notamment si des services se rendent indisponibles. En fait, cette partie-là, elle est importante aussi dans la partie purement disponibilité de la solution. Dans la partie OpenID, on a vu qu'on déployait aussi cette partie-là. Il y a toute la partie configuration qui est en fait faite dans la partie Identity and Access Management d'OCI. Hein. Donc, en fait, de l'OpenID Connect entre l'API Manager et la partie IDP d'OCI. Et pour ce faire, on fait de l'OpenID Connect, on fait de l'option PKCE, et donc doit être capable en fait d'utiliser la partie cliente pour se connecter depuis l'API Manager. C'est ce qu'on voit ici dans les différentes locales qui sont récupérées. On voit aussi des numéros de port qui sont, dedans et qui permettent de faire en fait les différentes routes vers les services qui sont derrière. Donc, tout ça, c'est défini aussi dans la partie OpenID Connect. On va voir aussi dans ce fichier-là, quelque part, l'usage des cookies qu'on en fait, et puis l'usage aussi de header pour en fait sécuriser la partie appel des API et l'usage du chat. Donc ça, c'est la partie CSRF qui permet de faire toute cette partie-là. Et puis, on voit aussi toute une partie Mirror Token. Hein. Là, on est dans la partie OpenID Connect. Et toute cette partie-là est configurée avec les URL de logout, la partie user info qui est quelque part aussi, les parties mirror, toute la partie qui permettent en fait d'utiliser des services OpenID Connect comme user info et faire la partie validation de l'identité de l'utilisateur est définie aussi dans cette Terraform-là. On ne va pas tout détailler. Hein. Et donc, si je continue sur les configurations de base, on voit aussi toute la partie policy qui doit être déployée avec le Terraform pour permettre aux agents, pour permettre aux, aux services qui sont déployés sur des computes de se connecter sur les ressources OCI. Les ressources OCI, c'est la partie Object Storage, c'est la partie Vault qui, qui- qui contient en fait les secrets du client OpenID Connect qui sont utilisés par l'API Manager, par exemple. C'est aussi toute la partie base de données. Et en fait, on retrouve dans cette définition tous les différents services qui sont configurés et pour lesquels en fait il faut définir la sécurité et les accès entre les différents composants de ce chat et de cette plateforme. Si on continue l'exploration, on a une partie interfaçage avec la partie GenAI et qui va utiliser soit les vaults, soit elle aussi les outils database. Et en fait, elle aussi a toute la partie connectique qui est sécurisée et pour laquelle il faut utiliser encore des secrets pour se connecter aux bases de données, pour vérifier l'identité de l'utilisateur avec OpenID Connect. Et donc tout ça, en fait, est configuré dans différents secrets dans le Vault d'OCI, du compartiment de ce projet, et qui sont réutilisés ici dans les différentes directives en fait, de déploiement de Terraform.
avec les chaînes de connexion, avec toutes ces parties-là qui sont bien entendu définies. On a vu dans la partie policy l'usage en fait de ce qu'on appelle un principal. Un principal, c'est une instance principal. C'est l'identité OCI native d'un compute. Donc en fait, un compute déployé dans OCI peut avoir une identité et c'est ce qu'on appelle une instance principale. Donc il a cette information-là et en fait, le code va demander un signer à OCI, puis OCI va autoriser ou refuser l'appel selon les policies IAM et qui sont associés à ce user principal. Donc en fait, ça évite au code d'être capable de se connecter à des services sans avoir à utiliser ni à stocker la clé d'une API utilisateur pour ce faire. Donc les poules de connexion sont corrigées de cette façon-là, mais aussi tout ce qui est accès au Vault, aux object storage dans CI, évidemment. Donc, comme on le voit, il y a beaucoup de déploiements, différents fichiers de déploiement pour chacun des composants de la plateforme, pour chacune des configurations de cette plateforme. Et c'est ce qui permet en fait de déployer en fait cette solution vraiment purement au travers de Terraform, qui devient dans ce cas-là en fait le contrat d'architecture qui décrit la partie réseau, la partie système, les API, les identités, les policies, la base, les services GenAI. Donc c'est lui qui devient en fait ce référent d'architecture pour ces différentes parties-là. Donc si nous continuons, on va reprendre le fil de cette démonstration avec cette étape dans laquelle on va passer l'application pas d'un simple chatbot, comme on l'a vu, hein, le POC a été concluant et nous avons un chatbot qui a été validé d'un point de vue purement fonctionnel. Dans cette deuxième étape, le chatbot va devenir un système et ça va rentrer dans une architecture qui est contrôlée avec l'API Gateway, la partie authentification OpenID Connect, la partie gestion des accès entre les différents services gérés par notre plateforme d'IAM, la partie stockage des secrets, des passeports, des certificats, tout ce qu'on peut, dans un Vault, et puis des accès sécurisés à cette plateforme au travers de bastions et à des runtimes privés qui sont complètement isolés en fait, de toute la partie extérieure. Donc, c'est ce qu'on voit dans ce nouveau schéma où on retrouve à nouveau nos différents composants et qui montre en fait le passage en fait du token JWT entre les différentes couches de la solution. Comme on l'a dit, on avait un POC qui était fonctionnel. Là, on y rajoute la sécurité au niveau de la donnée en permettant à l'utilisateur en fait d'être authentifié euh, au plus tôt et d'accéder aux seules données dont il a besoin dans la base de données. On propage cette identité au travers des différentes couches qui sont dans la mise en place de cette solution d'agent, de chat. Donc, cette slide montre le passage de l'identité. Le navigateur arrive sur une API Gateway. L'utilisateur est authentifié via OpenID. On a vu comment, avec OpenID Connect et des applications. Et l'API Gateway gère à ce moment-là la session
puis le contexte est transmis au back-end. Donc c'est l'API Gateway qui a en charge ce premier rôle primordial qui est l'authentification de l'utilisateur et d'initier en fait la transmission de cette identité entre les différentes couches. Donc on voit que l'API Gateway met en place des cookies. Donc le cookie prouve que le navigateur a bien une session. Et on voit qu'on met aussi un CSR token qui, lui, prouve en fait que l'appel vient bien de la page légitime, pas seulement d'un navigateur qui est déjà connecté. Donc c'est les deux niveaux de sécurité qui sont mis en place au niveau de la partie applicative. Ensuite, dans le système, on a LangGraph. Donc, en fait, lui, il récupère l'identité de l'appel client. Il propage le header au MCP server. Donc, le header qu'on a, le CSRF qu'on a mis au niveau d'un token. Donc, c'est lui qui est transféré au niveau des headers jusqu'au MCP server. Et la base, derrière, peut créer euh, une session utilisateur applicative. Donc, le login n'est pas la fin de la sécurité. L'identité doit aller jusqu'à la donnée. Il ne suffit pas d'avoir fait l'authentification en amont, il faut que cette identité se propage jusqu'au bout. Donc, pour faire ça, côté base, on a un mécanisme qui s'appelle Real Application Security. Et l'idée, c'est de ne pas laisser la base voir uniquement un compte technique de connexion, celui d'un pool de connexion par exemple, mais que l'application transmette le contexte de l'utilisateur final pour que, au final, dans la base, on puisse créer une session applicative associée à cet utilisateur. Donc, au travers de ce mécanisme, côté base de données, on a peut-être un pool de connexion qui s'est connecté, mais on a l'information de l'utilisateur final qui utilise l'application. Donc, cette session, elle permet ensuite d'appliquer les règles de sécurité côté base, qui peut voir quelle ligne, quelles données, quels documents. Ça permet aussi d'auditer l'accès. Donc ça, c'est la partie prolongement de ce qu'on a fait côté OpenID jusqu'à la couche data. Donc ce mécanisme RAS, c'est pas une nouveauté qui est liée à GenAI. C'est pas parce qu'on commence à faire de l'agentique, enfin, qu'on fait de l'agentique et qu'on a besoin de ce mécanisme-là. La notion de session applicative, c'est quelque chose qui vient de la version 12C de la base de données. Donc là, on remonte à beaucoup d'années en arrière. Et elle a été pensée pour justement les architectures applicatives dans lesquelles on a un middleware qui utilise un pool de connexion avec un pool de code, un pool technique, un compte technique pour se connecter, pour s'y connecter. Donc, ce mécanisme permet depuis la 12 de conserver l'identité de l'utilisateur depuis la partie applicative jusqu'à la base. On retrouvait le même pattern entre WebLogic et les drivers JDBC. euh, JDBC. Donc, RAS, en fait, c'est pas limité à WebLogic du tout. C'est pas limité à toutes ces. Le même principe peut s'appliquer avec du Tomcat, un backend Python, dans la partie MCP Server ou si on développe avec les OCI fonctions, par exemple. Tant que le code peut transmettre l'identité utilisateur à la base Oracle et, et appeler la logique qui crée ou attache la session RAS dans la base. Donc, tant qu'on est capable de faire ça, on peut utiliser cette technologie avec n'importe quel type de solution. Dans cette démo,
LangGraph et MCP jouent un peu le rôle d'un middleware moderne, ce que faisait WebLogic il y a 15 ans. MCP et LangGraph jouent ce rôle-là dans cet environnement. Donc le besoin reste le même qu'avec Weblo, de ne pas perdre l'identité utilisateur entre la partie applicative de gauche et la base que l'on a à droite. Cette vue, en fait, elle remet les briques en place. Euh, on a les utilisateurs, l'API Gateway, le réseau privé, les applications Python, toute la partie GenAI, OCI, le stockage et la base de données. Le runtime applicatif reste dans la partie privée. L'entrée publique, elle, est contrôlée au niveau de l'API Gateway. Ce qui permet de séparer toute la partie exposition, orchestration, retrieval et les données complètement à droite. Donc, c'est ce qui permet de mettre en place cette partie sécurité. Donc maintenant qu'on a un chat, et on a un système dans lequel on a toute la partie, pardon, excusez-moi. Donc dans un premier système de chat qu'on a d'abord sécurisé par de l'identification et du contrôle d'accès en amont au niveau de l'API Manager. Là, on va rajouter un niveau de protection qui va être en amont de tout appel au système, en amont, bien avant l'API utilisée par le browser. Et on va utiliser pour cela la mise en place d'un Web Application Firewall avec une fonctionnalité du WAF OCI qui est la version Edge et qui filtre en fait toutes les attaques les plus courantes, limite les abus et qui renforce surtout le principe de zéro trust. Chaque flux doit être contrôlé. Donc c'est ce que va permettre de mettre en place ce système. Donc, on voit sur la partie gauche l'ajout en fait d'un WAF dans la chaîne qu'on a expliqué juste avant. Et en fait, WAF et API Gateway ne font pas exactement la même chose. Le WAF, en fait, il filtre au niveau Edge, en amont, avec des protections qui sont en fait des signatures, hein. Donc, il est capable de reconnaître toute la partie OWASP et le top 10 des vulnérabilités. Il est capable de faire la partie SQL injection, de tout ce qui est scripting au niveau applicatif. Il est capable de limiter le nombre d'appels d'API si besoin. L'API Gateway, lui, il structure ensuite toute la partie exposition applicative et il prend en charge la partie authentification. Donc l'API Gateway, c'est lui qui est le point de passage en fait vers la vraie structure agentique qui est l'agent. Donc le WAF ajoute une première barrière plutôt applicative au niveau 7 avec des contrôles des API, des contrôles IAM, réseau et données. Donc IAM contrôle qui peut appeler quoi. Le réseau, lui, limite en fait les différents flux. API Gateway contrôle l'entrée applicative vers les services exposés. Et puis la partie base et object storage qui garde la gouvernance des données. C'est eux les garants du temps. Le modèle oignon, en fait, le modèle oignon, c'est ce qui montre que la sécurité, c'est une succession de contrôles entre la partie edge,
avec une sécurité périmétrique, la partie API, la partie identité, l'authentification des users, la partie réseau, la partie runtime ou la partie données et audit. Donc, la notion d'oignon, elle est bien imagée en multicouche et elle dit simplement en fait que chaque couche successive est responsable de son propre niveau de sécurité à son propre niveau. Donc, c'est un principe de sécurité qu'on applique partout dans CI, mais qu'on doit appliquer aussi partout dans chaque environnement à partir du moment où on a à mettre en place un accès sécurisé à des données sensibles. Ce petit oignon qui est ici, et si on attaque la dernière euh, démonstration, hop, donc, comme je l'ai dit, la sécurité commence avant l'appel à l'API. Donc ça, c'est le rôle du WAF Edge, de filtrer en fait tout ce qui est attaque avant que les demandes soient faites et arrivent au niveau de l'API Gateway, avant LangGraph et avant tout appel coûteux au runtime GenAI. Donc, je vais vous montrer la définition qui est faite dans OCI pour voir effectivement toute cette partie-là. Et donc là, je navigue dans la console d'administration d'OCI dans un onglet qui est très très riche, qui est l'identité et la sécurité, dans lequel on voit tout un tas de rubriques qui permettent de faire de la gestion de clés de chiffrement, la gestion du stockage des secrets, des mots de passe dans les scripts, de faire du routing zéro trust, de définir de la gestion d'identité, de faire de la gouvernance d'identité, savoir qui fait quoi, qui a droit à accès à quoi. Et là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la petite partie Web Application Firewall, notre fameux WAF, dans la partie Edge. Donc la partie Edge, c'est tout ce qui permet en fait à Web Application Firewall de protéger n'importe quel type de nom DNS, un CNAME, à partir du moment où c'est du level 7 applicatif. Et donc, euh, cette partie Edge, elle est définie pour le chat dans cette policy, donc la devweek DBA2 Edge Policy API Gateway, et on voit qu'elle est active, cette, euh, cette policy. On voit qu'elle est déployée dans OCI avec un nom, dans un domaine particulier, et qu'elle protège euh, principalement deux noms DNS, hein, des CNAME, qui sont le petit nom technique interne de notre API Gateway, et puis l'alias qui est défini en CNAME également, euh, avec Devweek 2. Hop. Donc nos CNAME principaux, on trouve ici, et l'URL qui nous intéresse pour le chat, qu'on a déjà vu, hein, qui était chat.orcl.fr. On l'a déjà vu dans la partie. Donc, tout ça, c'est les parties qui sont protégées par défaut au niveau en amont, au niveau purement réseau, mais au niveau applicatif tout de même, et qui permet de sécuriser grâce à des certificats
Là, on voit que chatorcl.fr a un certificat qui est utilisé par la partie Edge pour répondre et être en coupure de tous les appels qui vont vers l'API Manager. On voit dans la partie origine ce que ça protège. Donc, c'est notre API Gateway et son adresse IP qui est configurée à ce niveau-là. Donc ça, c'est la partie purement définition de l'Edge, hein, sur quoi il écoute, qu'est-ce qu'il protège et vers quoi il donne accès. Donc vers accès vers l'API Manager. Il est en coupure. Donc on voit également qu'il y a des protections qui sont disponibles dans le Edge. Et là, ici, je vous montre en fait les protection rules qui sont appliqués sur cette définition. Et donc, en fait, que ce que j'ai protégé, comme on est en train de faire de la database in fine et qu'on utilise un certain nombre de services open source dans l'ensemble, un certain nombre de services OCI, et que tout ça, bah, en fait, il faut quand même, on n'est pas à l'abri d'avoir un souci un jour sur quel que soit quelque service que ce soit. Et donc, le fait de rajouter en fait des règles de sécurité au niveau du WAF renforce en fait la partie oignon et sécurité globale du système. Donc, moi, ce que j'ai rajouté, bah, c'est du SQL injection. J'ai rajouté la partie Log4j historique qui peut poser encore problème sur des anciens runtime. Et puis, pour tout ce qui est filtre applicatif, HTTP, qui peuvent être mal formés et qu'il faut aussi filtrer. Donc, pour toutes ces choses-là, moi, j'ai appliqué des protections par défaut. Et puis, on voit qu'on j'aurais pu également rajouter des règles personnalisées, custom, que j'aurais définies moi-même. Et puis, on voit aussi qu'il y a un certain nombre de recommandations. Donc, ces recommandations, en fait, c'est Oracle qui les fait parce que, bah, en fait, c'est les règles qu'on a identifiées comme étant le plus importantes en fait à filtrer globalement, quel que soit le type de workload qu'on est en train de sécuriser. Et donc Oracle propose une quinzaine, une dizaine, un peu moins d'une vingtaine règles euh, de protection pour du PHP, tout en SQL injection, encore du cross-site scripting, des entêtes HTTP, toute la partie OWASP, évidemment, qui est ici. On voit également une partie contrôle d'accès dans laquelle on peut encore renforcer ce qu'on sécurise. On a vu qu'on sécurisait des noms DNS par défaut. On a vu qu'on les protégeait par rapport à des cibles, l'API Manager par exemple. On a appliqué des protection rules dessus pour éviter les attaques les plus connues. Mais on peut aussi renforcer la partie applicative avec des règles qui sont bah, peut-être un peu plus métiers. Dans quelle région j'autorise ou je n'autorise pas l'accès applicatif. Des données qui peuvent être aussi plus conditions. Voilà. Et puis après, on peut se protéger aussi de bot management dans lesquels on va bah, renforcer en fait les règles par défaut, peut-être parce qu'on a du spécifique, parce que on est un domaine un peu plus particulier, sensible sur différents aspects. Et donc, on va être capable en fait de rajouter en fait les règles de contrôle au niveau du WAF dont on a besoin. Typiquement, est-ce qu'on veut s'assurer au niveau JavaScript, au niveau browser, en fait, que l'utilisateur est bien un humain? Est-ce que je veux le challenger avec un CAPTCHA? Un CAPTCHA qui peut être très classique, comme on le voit, avec saisie d'informations.
Donc, on a toute cette partie-là. La partie caching, effectivement, on fait de la sécurité, mais ça n'empêche pas aussi de prémunir des appels applicatifs vers les agents avec du cache de données qui sont un peu plus statiques. Donc, on est capable aussi de définir tout ça. Si on continue, la partie des mots, la partie OpenID, je ne vous la montre pas. La partie purement, j'ai un petit souci. La partie purement SQL injection, on voit en fait dans l'URL qu'il y a une requête qui est un petit peu particulière et qui permet en fait à une application qui serait écrite en SQL, qui ferait de la concaténation de champs d'un formulaire pour construire une requête SQL. En fait, ça fermerait la requête SQL avec un joli point-virgule et puis ça rajouterait derrière une requête de type select étoile de n'importe quel type table accessible par l'application pour rapporter en fait d'autres données que celles prévues applicatives. Donc ça, c'est ce que simule en fait cette partie applicative. Et donc le WAF, bien en amont de l'API Manager, bien en amont de toute la partie qu'on a sécurisée, permet de sécuriser la partie SQL injection. Voilà. Et le WAF, dans la partie configuration que je ne vous ai pas montrée, permet aussi de protéger l'API Manager d'un nombre d'appels trop important. Donc, en fait, on a un taux un rate limit, un taux d'appel limite par IP qui est configurable et que j'ai configuré dans cette configuration du WAF. Et donc, que je vais simuler ici, et qui va faire en fait un certain nombre d'appels euh, qui vont passer parfois et qui vont en fait être bloqués parce que j'ai dépassé le nombre d'appels sur la même API et que en fait ça a été identifié par le WAF. Donc en fait le WAF n'a pas transmis ces appels API du tout à l'API Manager, mais il l'a bloqué bien avant. Et en fait, on voit ici qu'un certain nombre de règles ont pu être traitées et que des choses ont été bloquées par la partie WAF. Et donc, si on reprend, je n'allais pas dans le bon sens. Les messages à retenir. Donc, on a vu, on a un WAF qui protège toute la partie amont, toute la partie edge. On a l'API Gateway qui structure toute la partie exposition agentique des langues graphes, des bases de données, de l'object storage au travers de lui-même, l'API Gateway. On a la partie DB26 AI qui apporte un vrai socle RAG, hein. On l'a vu dans le stockage, mais aussi l'enrichissement qu'on peut apporter aux documents au travers de cette structure base de données 26 AI.
La partie LangGraph qui orchestre les différents outils pour en fait répondre au chat de l'utilisateur et interroger les bons agents ou récupérer les bonnes infos dans l'object storage ou dans les bases de données. Et puis on a vu une partie Terraform qui industrialise tout le socle. Ça permet de reproduire exactement la même chose dans différents environnements. Donc, cette session, elle montre comment transformer une démo GenAI en plateforme CI exploitable avec un WAF en première ligne, un API Gateway qui est sécurisé, qui fait de l'authentification de l'utilisateur, une propagation de cette identité jusqu'aux bases de données, des réseaux qui sont isolés entre les parties qui sont purement privées et les parties qui sont un peu plus publiques avec des API Gateway et des WAF, que les accès sont complètement maîtrisés au travers des sécurités qu'on peut mettre dans les policies et de toute la partie gestion des identités dans CI, hein, la partie IAM, qu'on peut avoir des appels qui sont complètement signés, des données qui sont propagées et un déploiement automatisé. Donc, si vous voulez maintenant, je peux prendre les questions qu'il y a autour de tout ce qui est architecture, RAG, LangGraph, OpenID, etc.